Alors bonjour à toutes et à tous. Mon cours que je vais présenter, en fait, est destiné aux étudiants de licence fondamentale SVI, semestre S5. Mon cours est une partie du module physiologie des grandes fonctions et il se rapporte à la physiologie ou s'intitule physiologie des systèmes sensoriels et qui est donc valable pour l'année universitaire 2020-2021. Alors, avant d'aborder la physiologie sensorielle proprement dite, d'abord une petite introduction concernant l'organisation générale du système nerveux. Alors, en fait, c'est des notions dont on aura besoin pour que vous puissiez mieux comprendre des aspects anatomo-fonctionnels des systèmes sensoriels. Alors, à titre de rappel, donc notre système nerveux central se compose de deux parties. Il y a la partie cerveau qui correspond aux hémisphères cérébraux et puis la partie moelle épinière, ce cordon nerveux qui longe la colonne vertébrale. Alors à partir de cette moelle épinière émergent un certain nombre de nerfs, on appelle les nerfs spinaux ou nerfs rachidiens, qui vont innerver les parties somato-viscérales de notre organisme. Alors d'autres nerfs émergent à partir de ce qu'on appelle le tronc cérébral, donc cette partie caudale de notre cerveau, le tronc cérébral, à partir duquel émergent aussi des nerfs et qu'on appelle des nerfs crâniens. Donc les nerfs crâniens émergent à partir du cerveau, en particulier du tronc cérébral, et les nerfs spino-rachidiens émergent à partir de la moelle épinière. Alors, sur le schéma de droite, on peut le voir, donc, où on introduit un autre élément anatomo-fonctionnel important, une entité importante fonctionnelle qui est le diencéphale, qui est la partie colorée en bleu. Donc, c'est une coupe en fait euh, sagittale du cerveau qui met en relief ce diencéphale, donc en jaune les hémisphères cérébraux, le bleu le diencéphale, et ce diencéphale, il regroupe différentes entités anatomiques, en particulier le thalamus et l'hypothalamus. Alors on voit aussi cette partie verte qui est le cervelet. Alors cervelet, ça veut dire cerveau miniature. En fait, c'est une structure qui regroupe énormément de neurones, donc énormément de traitements neuronaux qui se font dans ce cervelet. C'est pour ça qu'on l'appelle ainsi. Donc en fait, qui est impliqué dans différents types de traitements sensoriels, moteurs en particulier. Alors, derrière le diencéphale et en dessous du cervelet, la partie violette qui correspond au tronc cérébral violet. Et le tronc cérébral, donc, qui est prolongé par la suite par la moelle épinière, à partir desquelles on peut encore voir les nerfs rachidiens qui émergent des différents segments de la moelle épinière. Alors, si on regarde un peu de plus près disons, l'organisation de notre système nerveux central. Donc, vous avez sur cette diapositive à gauche une coupe transversale du cerveau humain, alors qui met en relief au fait deux masses de couleurs différentes. Alors, une masse grisâtre qui est périphérique et qui correspond à la substance grise. Donc, qui dit substance grise dit corps cellulaire. Donc, c'est là où se font les traitements neuronaux, puisque c'est là où il y a les corps cellulaires. Et puis, au niveau central, une partie qui apparaît blanchâtre, qui correspond en fait à la substance blanche, qui correspond en fait à des faisceaux de fibres myélinisées, donc qui connectent les différentes structures cérébrales entre elles et qui connectent aussi les structures symétriques des deux hémisphères. Donc la substance blanche, elle est centrale, la substance grise, elle est périphérique. Si on regarde cette fois-ci la coupe transversale de la moelle épinière, comme on peut le voir sur cette coupe qui est colorée et observée à la loupe, eh bien, on peut voir aussi distinguer une partie blanche et une partie qui est contrastée, qui apparaît ici marron puisqu'elle est colorée. Alors la partie contrastée centrale et qui est en forme de papillon, ça correspond à la substance grise qui est centrale, d'accord? Et puis en périphérie, la substance blanche, donc qui, euh,
qui entoure cette substance grise, et bien sûr pour la substance grise, en fait, elle est organisée en deux cornes, une corne dorsale ou postérieure. Alors tout ce qui est postérieur, il est côté du dos, et tout ce qui est antérieur, il est du côté du ventre. Donc la substance grise, elle est organisée en corne du côté dorsal, donc la corne postérieure, et une corne du côté ventre, c'est la corne antérieure. La substance blanche aussi, elle est organisée en cordon ou en colonne. Alors la substance blanche qui est du côté dos, c'est les cordons ou colonnes dorsales. La partie blanchâtre qui est latérale, c'est les colonnes ou cordons latéraux. Et puis, en bas du côté ventre, les colonnes blanches, c'est les colonnes ventrales ou colonnes antérieures. Alors, vous voyez donc que le cerveau et la moelle épinière s'organisent différemment par rapport à la situation des corps cellulaires qui sont responsables de tout ce qui est traitement et intégration neuronale, et puis la substance blanche qui est elle responsable de la conduction des messages nerveux. Cette conduction, comme on le voit plus tard, qui peut être soit ascendante, soit descendante dans la moelle épinière. Et bien entendu, vous voyez, collé à la moelle épinière, il y a le départ des nerfs rachidiens, euh, avec le ganglion rachidien qui abrite le corps cellulaire de ces fibres nerveuses, et puis une racine postérieure qui est sensorielle, et une racine antérieure ventrale qui est une racine motrice qui émerge à partir des parties motrices de la moelle épinière. Alors, sur le plan organisation fonctionnelle de notre système nerveux, donc comme on l'a dit, vous savez maintenant que notre système nerveux est organisé en système nerveux central, système nerveux périphérique. Le système nerveux central comprend le cerveau, lequel abrite les hémisphères cérébraux, le diencéphale, le cervelet et le tronc cérébral, et puis la moelle épinière. Alors, quel est le rôle de notre système nerveux central? Eh bien, son rôle, c'est d'abord de recevoir l'information, différents types d'informations qui peuvent provenir de l'environnement extérieur ou encore de notre milieu intérieur. Donc, il reçoit l'information. En deux, il va intégrer cette information. Et en trois, il va édifier une réponse, programmer une réponse appropriée, motrice, pour bien sûr répondre à un stimulus d'entrée sensorielle. Donc, d'abord, la réception de l'information, il faut savoir que on est capable, notre organisme est capable de recevoir, d'être activé par des stimuli issus de notre milieu intérieur ou alors de l'environnement extérieur. Alors, ces stimuli sont perçus, vont activer ce qu'on appelle des structures spécialisées qu'on appelle des récepteurs sensoriels. Les récepteurs sensoriels activés vont activer des fibres afférentes sensitives, donc ils constituent ce qu'on appelle la composante sensorielle. Ces informations ou ces afférences sensitives vont véhiculer une information vers notre système nerveux central, donc à travers la moelle épinière, puis vers le cerveau, pour cette information pour y être intégrée et traitée. Donc le rôle du système nerveux central, c'est de recevoir cette information, de l'intégrer, de la traiter, et puis d'édifier une réponse, donc d'édifier une réponse appropriée, donc faire programmer une réponse motrice qui va adapter l'organisme par rapport à un stimulus sensoriel d'entrée. Alors cette réponse appropriée, bien sûr, elle va emprunter ce qu'on appelle les composantes motrices. Donc la réponse appropriée, elle sera destinée soit à des effecteurs végétatifs, c'est-à-dire les viscères, c'est-à-dire les organes internes, à travers des nerfs végétatifs, des efférences dites ou encore des efférences autonomes. Donc ça constitue ce qu'on appelle le système nerveux végétatif. La seconde composante motrice, elle va parvenir aux muscles, en particulier les muscles squelettiques bien sûr, à travers des nerfs moteurs ou encore des efférences dites somatiques destinées aux muscles squelettiques. Alors, cette composante motrice constitue ce qu'on appelle le système somatomoteur. Donc, somatomoteur, c'est-à-dire destiné aux muscles
périphérique, donc situé à la partie somatique de notre organisme. Le système végétatif, il est destiné, donc il va véhiculer une réponse appropriée motrice vers les muscles viscéraux. Alors bien sûr, c'est monter ces afférences sensitives et ces efférences motrices constituent ce qu'on appelle les nerfs, constituent ce qu'on appelle le système nerveux périphérique, alors qui regroupe les nerfs rachidiens qui émergent à partir de la moelle épinière, mais aussi les nerfs crâniens qui émergent à partir de notre cerveau. Donc voilà pour euh, l'organisation anatomo-fonctionnelle de notre système nerveux. Alors, compte tenu donc de ces paramètres dont je viens de parler, eh bien, euh, on parle d'après un neuroscientifique connu, Pujol. Eh bien, Pujol avait euh, avancé la notion de trilogie, c'est-à-dire une entrée, une intégration et une sortie. Alors la trilogie, comme vous pouvez le voir sur le schéma ici, la trilogie, donc d'abord l'entrée, c'est-à-dire une prise d'information sensorielle par les organes sensoriels, prise d'information et codage, ça c'est le premier bout de la trilogie. Le deuxième point de la trilogie, c'est l'intégration de l'information au niveau du cerveau et élaboration de la réponse, donc la partie intégration. Et le troisième aspect, c'est la sortie qui va permettre d'exécuter la réponse en agissant sur les muscles effecteurs. Donc, on parle de trilogie, une entrée, l'entrée, l'intégration et la sortie. Alors, pour vous donner un exemple concret justement de ces circuits, neuronaux qui, qui s'organisent donc et qui vont nous permettre d'édifier ces entrées, intégration et sortie. Alors on prend par exemple un événement sensoriel, donc on a un événement sensoriel qui a lieu au niveau périphérique. Alors un événement sensoriel, on peut imaginer par exemple le fait de se faire brûler au niveau d'un doigt. Donc qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se fait brûler au niveau d'un doigt? Qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, d'abord on perçoit que c'est une brûlure, donc c'est quelque chose d'endommageant, et après qu'est-ce qu'on fait? On retire le doigt de la source qui nous a brûlé. Donc ça veut dire que l'événement sensoriel a été perçu par notre cerveau, en particulier par le cortex cérébral, qui a aussi édifié un programme moteur qui va déclencher donc l'activation d'une voie descendante qui va aller actionner des muscles pour déclencher un mouvement volontaire pour retirer la main et le bras de la source du danger. Alors donc un événement sensoriel, il va pénétrer au, par exemple au niveau de la moelle épinière. Au niveau de la moelle épinière, il y aura intégration. Le message va être conduit par une voie ascendante, c'est-à-dire une voie qui monte vers les structures supérieures. D'abord, le tronc cérébral. À partir du tronc cérébral, le message peut être transmis vers le cervelet, où il doit être ce cervelet qui va être associé au traitement sensorimoteur. Ensuite, l'information issue du tronc cérébral va monter, va parvenir jusqu'au niveau du thalamus. Pardon. Le thalamus, c'est une structure diencéphalique clé dans tout ce qui est relais sensoriel mais aussi moteur. Un traitement a lieu au niveau du thalamus. L'information issue du thalamus va être véhiculée vers le cortex cérébral où se fera la sensation, la perception et puis l'édification d'un programme moteur qui va bien sûr répondre à un événement sensoriel. Et le programme moteur, vous voyez, c'est un programme qui est issu du cortex qui va passer par le thalamus, puis vers le tronc cérébral, puis vers la moelle épinière et puis vers les muscles. Alors, il y a des structures, bien sûr, qui régulent le programme moteur édifié par le cortex, les ganglions de la base, et puis le cervelet. Alors, pour résumer donc ces systèmes neuronaux, donc les systèmes neuronaux sont divisés en deux composantes. Il y a un système sensoriel qui capte et traite l'information. C'est la partie du système nerveux responsable de la sensation. Il regroupe bien entendu les récepteurs sensoriels périphériques, les voies nerveuses et les parties du cerveau responsables du traitement de l'information sensorielle. Et puis, le système moteur qui va être à l'origine d'une réponse adaptée de l'organisme, une réponse à un événement sensoriel donné.
Alors après cet aspect introductif de l'organisation générale de notre système nerveux central, eh bien, on va aborder euh, les aspects qui concernent la physiologie sensorielle, tout ce qui est donc décodage sensoriel et les aspects qui vont avec. Donc, à ce propos, donc, vous aurez quatre parties. Une première partie concerne les principes généraux des décodages sensoriels. Une seconde partie, le codage de l'information, comment se fait le codage de l'information au niveau des récepteurs sensoriels. Et on passera en revue, bien sûr, différents types de récepteurs sensoriels. En troisième partie, on passera en revue l'anatomie des voies sensorielles. Et en dernière partie, vous verrez que ces systèmes sensoriels sont sujets à une plasticité fonctionnelle dont les stimulations périphériques jouent un rôle primordial. Donc, partie 4, on parlera de cette plasticité fonctionnelle des systèmes sensoriels et le rôle des stimulations périphériques dans cette plasticité. Alors, concernant la partie 1, donc concerne et qui est relative aux principes généraux des décodages sensoriels. Alors, il faut savoir que tout organisme vivant dans l'homme est en perpétuelle interaction avec son environnement. Ces interactions lui permettent d'être conscient des variations de paramètres environnementaux, donc d'être conscient, de percevoir, ensuite de réagir vis-à-vis de stimulations particulières, également capable de se déplacer, mais également de maintenir la constance de son milieu intérieur. D'accord? Donc, euh, on interagit, ça veut dire qu'on interagit, on est en perpétuelle interaction avec notre environnement, on est conscient des variations des paramètres de l'environnement, on est capable de réagir à ces variations, on est capable de se déplacer, on est également capable d'ajuster la constance de notre milieu intérieur à chaque fois qu'il y a une modification de paramètres euh, de ce milieu. Alors cela nécessite bien sûr une prise permanente d'informations et la circulation de messages entre les différentes cellules de l'organisme. Et le système nerveux avec le système endocrinien constitue l'un des systèmes de communication intercellulaire par excellence. Alors, comme on peut le voir sur le schéma suivant, donc toute variation du milieu va être perçue, donc elle va activer des organes spécialisés qu'on appelle des organes sensoriels. Un message sensoriel qui est né au niveau de ces organes sensoriels va être véhiculé vers le système nerveux central, où se fera le décodage, l'interprétation et la comparaison de, ce, de cette sensation à ce qu'on a acquis, à ce qui est stocké dans notre mémoire. Et euh, tous ces traitements vont déclencher ce qu'on appelle la perception. Donc, une variation du milieu, par exemple, le chaud, il fait très chaud dans mon environnement, j'ai des organes sensoriels du chaud qui vont percevoir l'information, ils vont véhiculer un message vers le système nerveux central qui va décoder comme quoi c'est un message de variation thermique, il s'agit d'une température chaude et que, bien sûr, je compare à ce qui est acquis, par exemple, je dis que c'est, bien sûr, je suis en été, donc il fait très chaud, et bien sûr, là, je perçois le chaud de la saison d'été. Alors, la mise en jeu des organes sensoriels entraîne donc une sensation qui, après interprétation en référence à ce que nous ayons pu apprendre, c'est-à-dire comparaison à l'acquis, constitue la perception. Alors, je répète, je perçois le chaud, je vais décoder, j'interprète comme quoi je suis dans un environnement chaud, et je compare que effectivement je suis en été, donc c'est une température chaude de l'été, donc je suis en train de percevoir un environnement chaud lié à la saison d'été. Alors voilà donc la perception. Donc il y a deux notions à bien distinguer, la sensation d'abord, et puis lorsque cette sensation elle est améliorée en comparaison à ce qui est stocké dans ma mémoire, je vais édifier ce qu'on appelle la perception. Alors, qu'est-ce que c'est que ces organes sensoriels ou ces récepteurs sensoriels? Alors, donc tout stimulus, bien sûr, il va activer un récepteur sensoriel, une structure spécialisée, dont l'activation va déclencher un influx nerveux sous forme de potentiel d'action qui va être véhiculé vers la moelle épinière,
la moelle épinière, à partir de la moelle épinière, l'information va monter jusqu'au niveau du système nerveux central, où se fait la réception de l'information, le traitement et éventuellement la réponse. Donc, si j'ai, par exemple, on a dit une température chaude, si j'ai très chaud, je vais réagir pour me rafraîchir, pour allumer un climatiseur, etc. Donc, je vais pouvoir euh, édifier une réponse appropriée à un stimulus donné. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un récepteur sensoriel? C'est une structure capable d'être activée par un stimulus issu de l'environnement interne ou externe de l'organisme. En réponse à ce stimulus, le récepteur déclenche une transduction à l'origine de potentiels d'action qui ont lieu sur la même cellule ou sur une deuxième cellule, une cellule dite adjacente. Ça, on va le voir avec les exemples qu'on va aborder par la suite. Alors, et bien sûr, ce sont les potentiels d'action qui vont transmettre l'information correspondant au stimulus détecté par le récepteur sensoriel jusqu'au système nerveux central. Ça, c'est grâce au potentiel d'action. En fait, le seul langage qui est compris et qui va être traité par le système nerveux central, c'est ces potentiels d'action. Donc, un stimulus sensoriel va être converti en influx nerveux qui va être interprété par notre système nerveux central. Alors, si on regarde de près l'organisation générale de notre sensorialité, en fait, cette sensorialité, elle se fait à plusieurs étages, à plusieurs niveaux. Donc, si on veut dire, elle est bien carrée au niveau de chaque compartiment. Donc, d'abord, le stimulus sensoriel, qui peut être d'ordre physique ou chimique, va être perçu par le récepteur sensoriel. Le récepteur sensoriel va convertir ce stimulus en signal électrique, c'est ce qu'on appelle la transduction. Le signal électrique ou l'influx va être véhiculé vers les centres, des centres nerveux, mais c'est des centres sous-corticaux, donc des centres qui sont situés, par exemple, au niveau du tronc, bien sûr à partir de la moelle épinière, puis vers le tronc cérébral, donc au niveau des centres sous-corticaux. Ces centres peuvent déclencher des réponses réflexes et végétatives. Alors, pour vous donner un exemple, par exemple, je me fais agresser par un chien, donc j'ai une activation qui va parvenir jusqu'au niveau des centres sous-corticaux. Alors, ces centres sous-corticaux vont déjà pouvoir déclencher des réponses réflexes. Donc, le fait de fuir d'une manière réflexe une source qui est dangereuse pour moi, ça peut être un chien qui va m'agresser, ça peut être une brûlure au niveau du doigt. Donc, je vais retirer, édifier une réponse motrice réflexe immédiate qui n'a pas besoin de mon cerveau, de mon cortex pardon, cérébral pour être déclenché. Donc, c'est des réponses motrices réflexes. Je peux déclencher également des réponses végétatives, c'est-à-dire une accélération cardiaque, la respiration qui s'accélère, augmentation du transit intestinal, etc. Donc, je peux déclencher des réponses végétatives qui sont nées directement au niveau des centres sous-corticaux. Alors, donc là, je déclenche ce qu'on appelle une sensibilité dite inconsciente puisque ça n'atteint pas le cortex cérébral. Alors, l'influx qui est né au niveau de ces centres corticaux et qui a déclenché ces sensibilités inconscientes est véhiculé ensuite vers les structures supérieures du cerveau et ça parvient au niveau de notre cortex cérébral, donc au niveau des différentes aires corticales, où va se faire la sensation. Donc là, je vais vraiment la sensation de douleur, la sensation de chaud, de froid, de pression, etc. Cette sensation, bien sûr, il va y avoir une prise de conscience, l'interprétation de cette sensation et la comparaison à ce qui est acquis. Donc, on prend cette signification, on la compare à ce qui est acquis. Et là, je vais édifier ce qu'on appelle la perception. Je peux même mémoriser, si c'est une information nouvelle et qui m'a marqué, je peux la mémoriser, stocker dans ma mémoire. Alors là, bien sûr, le cortex cérébral après perception, il va déclencher une réponse motrice volontaire, c'est-à-dire il va organiser des réponses motrices plus complexes, c'est-à-dire je me fais brûler, je vais aller chercher à me soigner, je vais m'éloigner d'une manière plus réfléchie
du danger. Mettons, je sens le gaz c'est aussi c'est du sensoriel, le gaz dans la maison, je perçois que c'est une odeur de gaz, c'est une odeur et c'est une odeur de gaz qui vient de la bouteille de gaz, il y a un danger, donc je vais aller fermer la bouteille de gaz. Je peux entendre aussi, je peux entendre le téléphone sonner, eh bien c'est un stimulus sonore qui va déclencher dans mon cortex cérébral une réponse motrice, c'est-à-dire je vais aller répondre au téléphone. Donc là, il s'agit d'une réponse volontaire et c'est une sensibilité dite consciente, c'est-à-dire je suis, ça parvient au cortex cérébral où se fait le traitement conscient. Alors, alors pour ces trois disons, ces trois composantes-là, à ces niveaux-là, eh bien, j'aurai l'apparition d'une réponse sensorielle dite objective. Objective, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le stimulus sensoriel va déclencher une activité électrique. Après transduction, cette activité électrique va être véhiculée jusqu'au centre sous-cortical pour déclencher ces réponses. Donc tout ça pour déclencher des réponses motrices, réflexes et végétatives que je peux quantifier. Je peux quantifier. Donc, je peux quantifier une réponse réflexe, je peux quantifier une fréquence cardiaque, respiratoire, etc. Donc, il s'agit d'une réponse sensorielle dite objective qui est quantifiable. Par contre, la sensation et la perception, le fait de sentir le froid, le chaud, un peu froid, pas assez froid, très chaud, mal, pas assez mal, très très mal, tout ça, ça reste une réponse sensorielle dite subjective, donc qui n'est pas mesurable d'une manière exacte et comme ce que peut l'être la réponse sensorielle objective. Voilà, donc comme je le répète, on a dit que la perception, en fait, c'est une forme optimisée de la sensation. Donc la sensation, euh, par exemple, je sens une odeur, après, après traitement, je reconnais que cette odeur, c'est le gaz. Là, c'est la perception. Donc là, je perçois une odeur de gaz. Donc la perception, c'est quelque chose de plus précise et d'optimisé par rapport à la sensation. Alors, les récepteurs sensoriels sont donc capables de coder des messages renseignant le système nerveux central sur les différents paramètres physico-chimiques du milieu ou de l'organisme lui-même. Donc, ça veut dire que le stimulus peut provenir de l'environnement, il peut provenir de l'organisme lui-même. Par exemple, une modification de la pression artérielle et vous verrez, vous avez déjà vu la fonction cardiovasculaire, la physiologie cardiovasculaire. Justement, toute modification de la pression artérielle, eh bien, il y a des récepteurs au niveau de la paroi des vaisseaux qui vont percevoir cette variation. Ils vont véhiculer le message vers les centres cardio-modérateurs sous-corticaux pour réguler cette pression et l'ajuster. Vous voyez que les barorécepteurs, par exemple les récepteurs de la pression artérielle, vont permettre de coder le message qui va renseigner notre système nerveux central sur la modification de cette pression artérielle. C'est justement c'est grâce aux récepteurs sensoriels que le système nerveux central peut intégrer les différentes informations et éventuellement permettre une réponse adaptée de l'organisme en question, comme on vient de le voir concernant quelques exemples. Alors, il faut savoir que les récepteurs sensoriels sont souvent regroupés, donc c'est plusieurs cellules qui sont regroupées pour constituer ce qu'on appelle des organes sensoriels. Et ces organes sensoriels qui sont généralement spécifiques d'une modalité sensorielle particulière, donc d'un type de sensation particulier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une modalité sensorielle? C'est une sensibilité particulière liée au fonctionnement d'un organe sensoriel. Quelles sont les principales modalités sensorielles connues chez les vertébrés? Eh bien, on connaît ce qu'on appelle la somesthésie, c'est la sensibilité du tact. Le tact, c'est le toucher, la pression et la vibration. La sensibilité du chaud, du froid, et puis la sensibilité aux stimuli nocifs, douloureux, c'est-à-dire douloureux. Alors, pour cette modalité sensorielle, les récepteurs, au fait, sont des récepteurs diffus à travers tout le corps, à travers la peau euh, en particulier. Alors, il y a les autres modalités sensorielles
plus spécialisés, la vision, l'audition, l'équilibre, la gustation, l'olfaction. Alors, et pour ces 5 sens spécialisés, les récepteurs ici sont limités à un organe. Donc là, pour ces 5 sens, on parle d'organes sensoriels puisque les cellules réceptrices sont regroupées dans un organe particulier. Alors pour la vision, l'œil, pour l'audition et l'équilibre, l'oreille, la gustation, la langue, et puis l'olfaction et les structures extralinguales, bien sûr, et puis l'olfaction, pour l'olfaction, euh, la muqueuse olfactive. Donc là, les récepteurs sont limités à un petit organe. Alors pour que la somesthésie, pour la sens qu'on appelle la somesthésie ou sensibilité somatosensorielle, la sensibilité générale, les récepteurs sont diffus à travers tout le corps. Alors sur ce tableau, donc vous avez les différents types de récepteurs qu'on connaît en se basant sur, bien sûr, la modalité sensorielle et sur la nature du stimulus. Alors, pour la somesthésie, donc la sensibilité générale, le stimulus peut être un stimulus mécanique. Le récepteur en question est appelé mécanorécepteur. Lorsque le stimulus est thermique, le récepteur est un thermorécepteur. Le stimulus chimique va bien sûr solliciter un chémorécepteur. Lorsque le stimulus est nocif, eh bien, on a affaire à des nocicepteurs qui vont être activés par ce stimulus nocif douloureux. Alors, pour la vision, bien sûr, la nature du stimulus, c'est la lumière, et le récepteur qui est sensible à la lumière, on l'appelle photorécepteur. Pour l'audition et l'équilibration, la nature du stimulus, c'est des ondes de pression mécanique, donc le type de récepteur est désigné par un mécanorécepteur. Pour la gustation et l'olfaction, on verra que la nature du stimulus est un stimulus chimique. Eh bien, le récepteur, bien sûr, qui est sensible à ce stimulus chimique est qualifié de chémorécepteur. Alors, il y a une autre classification qui est basée sur la provenance. Donc là, c'était une classification en fonction, selon la nature du stimulus, la qualité du stimulus. Eh bien, il faut savoir que la physiologie sensorielle comprend 3 types de sensorialité et c'est un classement en fonction de la provenance du stimulus. Donc, il y a d'abord ce qu'on appelle la sensorialité extéroceptive. Donc, extéro, ça vient de l'extérieur. C'est le cas de la somesthésie ou sensibilité somatosensorielle. Alors là, bien sûr, le stimulus provient de l'extérieur, le chaud, le froid, la pression, etc. La vision, c'est la lumière. L'audition, c'est les ondes sonores c'est les sons qui viennent de l'extérieur. L'équilibre vestibulaire aussi, c'est des équilibres qui peuvent provenir de l'extérieur. Et puis, l'olfaction et le goût, c'est les stimuli olfactifs et gustatifs qui viennent de l'extérieur. Donc là, tous ces, euh, tous ces sens, eh bien, ils sont regroupés dans la sensorialité dite extéroceptive, c'est-à-dire le stimulus, il provient de l'extérieur. Et les récepteurs en jeu, on les appelle des extérocepteurs. Alors, le deuxième type de sensorialité, la sensorialité interoceptive, qui correspond à la sensibilité tant qu'elle provient de l'intérieur. C'est la sensibilité qui provient des viscères, des vaisseaux et leur endothélium. Donc, c'est une sensorialité qui provient de nos organes internes, vaisseaux et viscères. Et les récepteurs, dans ce cas, on les appelle des interocepteurs. Il y a enfin la sensorialité proprioceptive, c'est la sensibilité. Alors, dans ce cas, la sensibilité, c'est une sensibilité qui provient des muscles, de leurs tendons et des articulations. Les récepteurs qui sont en jeu, on les appelle des propriocepteurs, donc en relation avec une sensibilité proprioceptive. Donc, les propriocepteurs vont renseigner, ils vont informer le système nerveux sur justement l'état de contraction de nos muscles, donc en fonction de l'état d'activation des récepteurs musculaires et tendineux, ou encore sur la position des articulations, en fonction bien sûr de la stimulation de l'état d'activation des récepteurs articulaires. Là, on parle de propriocepteurs. Et en fait, chaque type de récepteur est spécifique d'un stimulus physique ou chimique particulier. Donc, il y a une spécificité de chaque récepteur vis-à-vis d'un stimulus physique ou chimique donné. Alors, si on prend le cas des récepteurs somesthésiques, disons que les récepteurs somesthésiques qui couvrent en fait toutes les parties
périphérique de notre organisme, donc la partie somatique, mais aussi viscérale. Alors, donc, en fait, ces récepteurs somesthésiques sont dispatchés sur tout notre organisme. Alors, c'est pour ça que j'insiste un petit peu là-dessus, pour que vous sachiez un petit peu la différence par rapport aux récepteurs des autres systèmes sensoriels spécialisés qu'on verra par la suite. Alors, pour les récepteurs somesthésiques, sachez qu'il y a deux types de récepteurs. Il y a les récepteurs somatiques qu'on trouve au niveau de la peau, donc c'est des récepteurs, c'est des extérocepteurs. Au niveau des récepteurs somatiques, on les trouve aussi au niveau des muscles, c'est des propriocepteurs. On les trouve au niveau des articulations, c'est encore des propriocepteurs. Les récepteurs somatiques, on trouve également au niveau des viscères, donc les récepteurs viscéraux. Et là, on les appelle bien sûr des interocepteurs. Alors, les récepteurs somatiques donc, vont véhiculer une sensibilité dite somatique, c'est-à-dire superficielle et profonde, c'est-à-dire issue de la peau, des muscles et des articulations. La sensibilité issue des récepteurs viscéraux vont déclencher une sensibilité dite viscérale. Alors, la sensibilité somatique et viscérale est regroupée sous le nom de sensibilité somato-viscérale ou sensibilité somesthésique. Donc, la somesthésie, ça regroupe la sensibilité somato-sensorielle et la sensibilité viscérale. Alors, comme on peut le voir de la même manière sur ce schéma, donc on a des récepteurs cutanés qui vont déclencher une sensibilité superficielle. Les récepteurs musculaires et squelettiques vont déclencher une sensibilité profonde. Les deux regroupés sous le nom de sensibilité somatique. Les récepteurs viscéraux, digestifs, cardiaques, pulmonaires, endocrines vont déclencher une sensibilité viscérale. Et les deux types de sensibilité se regroupent sous le nom de sensibilité somesthésique. Voilà donc pour les récepteurs somesthésiques. Alors, nous abordons maintenant la partie 2 et qui concerne le codage de l'information au niveau des récepteurs sensoriels. Alors, dans ce codage de l'information au niveau des récepteurs sensoriels, on passera en revue 5 points. D'abord, les caractéristiques d'un stimulus sensoriel, puis la psychophysique et la quantification de la sensation, ensuite la transduction, en 4, le codage de l'intensité des stimuli sensoriels avec un codage quantitatif, et puis le codage de la durée des stimuli avec un codage temporel. Alors d'abord, les caractéristiques d'un stimulus sensoriel. Alors il faut savoir qu'un stimulus sensoriel est caractérisé par son intensité, sa durée et sa localisation. Alors concernant l'intensité, il faut savoir que le plus petit stimulus capable d'évoquer une sensation correspond à ce qu'on appelle l'intensité seuil de stimulation. Donc, la plus petite intensité capable de déclencher une sensation sensorielle, cette intensité, on l'appelle intensité seuil. C'est ce qu'on appelle le seuil sensoriel ou seuil récepteur. Alors, à partir de ce seuil, toute augmentation de l'intensité de la stimulation va se traduire comment? Eh bien, elle va se traduire généralement par une augmentation de l'intensité de la sensation. D'accord? Donc, plus à partir de l'intensité seuil, plus j'augmente l'intensité de la stimulation, plus l'intensité de la sensation va augmenter. Alors, par exemple, la sensation du chaud à partir d'une certaine température, mettons à partir si la température est de 26, je vais l'apercevoir en tant que telle, et plus j'augmente l'intensité de la stimulation, c'est-à-dire je passe à 37, 40, etc., l'intensité de la sensation de la chaleur va être de plus en plus intense. Alors, et la sensation correspond donc à la mise en jeu d'un organe sensoriel à un instant donné et dans une région de l'espace qui est parfaitement définie et bien sûr qu'on appelle champ récepteur. Alors, la deuxième caractéristique du stimulus, c'est la durée. Généralement, une stimulation durable n'induit une sensation que durant un temps limité. Il y a alors adaptation du système sensoriel. Alors, c'est-à-dire, lorsque, par exemple, je prends l'exemple où on porte nos vêtements, je porte un vêtement, je porte une montre. Donc, au début, je sens ma montre. Après un certain temps, si le stimulus est maintenu, si la montre est maintenue
sur mon bras, eh bien, après, je ne vais plus la ressentir. La même chose, si je porte une bague, je la sens au début, je ne la sens plus après. Donc, ça veut dire qu'il y a adaptation à ce stimulus et donc adaptation du système sensoriel. Alors, un seul cas où il n'y a pas d'adaptation au stimulus sensoriel, c'est le cas des sensations douloureuses. Donc, seules les sensations douloureuses ne s'adaptent pas ou ont une adaptation très faible et lente. Et il faut savoir même qu'une stimulation douloureuse, elle peut même entraîner une sensation qui dure plus longtemps, qui dure au-delà de la stimulation elle-même. D'accord? Donc, c'est une sensation qui ne s'adapte pas. Ça veut dire que tant que le stimulus douloureux nocif est maintenu sur un récepteur, je vais continuer à sentir la douleur et même lorsque le stimulus s'arrête, je vais encore sentir la douleur. Si je prends l'exemple où je me fais brûler au niveau d'un doigt, donc même si le stimulus douloureux, je me suis écarté du stimulus douloureux, eh bien, je peux continuer à avoir mal après la fin de la stimulation. Alors, je vais parler maintenant de ce qu'on appelle la psychophysique et la quantification de la sensation. Alors, tout à l'heure, je vous avais dit que la sensation et la perception, c'était une réponse sensorielle subjective, c'est-à-dire qui n'est pas quantifiable d'une manière précise et d'une manière mathématique. Alors, justement, les neurobiologistes se sont penchés sur cette sensation, c'est ce qu'on appelle la psychophysique, et vous verrez ce qu'il en est. Alors, donc l'intensité d'une sensation exprimée par un sujet ou évaluée chez un animal n'est qu'une valeur subjective, comme je viens de vous le dire. Elle ne peut en aucun cas avoir une grandeur physique, comme c'est le cas de la réponse réflexe qu'on peut vraiment évaluer d'une manière précise et d'une manière mathématique, d'une manière précise et mesurable au niveau des centres sous-corticaux. Alors pour cela, donc, en fait, on se fixe juste des unités arbitraires pour apprécier la sensation. Donc on ne va pas la mesurer de manière précise, on va juste l'apprécier. Alors pour cela, donc les neurobiologistes se sont fixés des unités arbitraires pour apprécier cette sensation. Il est justement difficile d'établir une quantification universelle dans ce cas. Alors, donc le mot psychophysique désigne l'étude de la relation quantitative entre un stimulus physique et la perception. Alors comment justement, on va voir comment ça a été abordé, c'est-à-dire comment l'organisme transforme des valeurs physiques en valeurs psychologiques. Alors pour cela, des échelles de sensations ont proposé des échelles de sensations, proposent une fonction mathématique. Donc, les chercheurs ont essayé d'établir des relations mathématiques reliant l'intensité physique du stimulus à la sensation perçue. Alors là, je vais vous parler de deux exemples de lois. Alors, il y a la loi Fechner et la loi Stevens. En se basant sur la loi Fechner, eh bien, voilà la relation qui a été établie. Donc, vous avez l'intensité, cette courbe qui exprime l'intensité perçue en fonction de l'intensité physique, donc l'intensité de la sensation en fonction de l'intensité de la stimulation. Alors, en se basant sur la loi Fechner, donc qu'est-ce qu'on a constaté? Que la perception varie comme le logarithme de son intensité. Donc, plus l'intensité de la stimulation augmente, plus l'intensité de la perception augmente jusqu'à un plateau. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'échelle de Fechner. Donc, selon Fechner, voilà ce qu'il avait décrit comme relation mathématique. Alors, en fait, cette relation mathématique, elle n'expliquait pas tous les cas de figure. Donc, il y avait, selon Stevens, 3 types de fonctions. Donc, ça a été résumé par 3 types de fonctions qui permettent de rendre compte de tous les cas de figure. Alors, vous avez ici 3 relations. Il y a une fonction, donc toujours l'intensité de la sensation, de la perception en fonction de la valeur de la stimulation. Alors, donc, il y a cette relation qui correspond à une fonction linéaire. La deuxième relation, c'est une fonction dite accélérée qui a cette allure-là. Et la troisième relation, c'est une fonction dite logarithmique, comme ce qui a été décrit
décrit selon la loi Fechner. Vous voyez donc, les neurobiologistes se sont vraiment acharnés pour essayer, bien sûr, de ressortir des relations mathématiques entre qui relient l'intensité de la sensation, de l'intensité du stimulus à la sensation, à l'intensité de la sensation perçue par l'individu. Alors, pour vous rendre compte, donc je vais vous donner quelques exemples. Alors, donc là, on va voir l'exemple de la relation intensité-perception douloureuse, c'est-à-dire la perception d'un stimulus douloureux, d'une douleur. Alors là, bien sûr, on a mis au point des échelles d'évaluation de la sensation douloureuse. Alors là, je vous donne deux exemples d'échelles. Vous avez ce qu'on appelle l'échelle visuelle analogique, donc qui est utilisée pour évaluer la sensation de la douleur chez l'adulte. Et puis aussi l'échelle verbale simple, qui est aussi une échelle utilisée chez l'adulte. Alors, pour l'échelle visuelle analogique, alors pourquoi évaluer une perception douloureuse? Alors, il faut savoir qu'il y a des patients qui vont chez le médecin justement parce qu'ils ont mal. Et bien sûr, le clinicien, pour évaluer leur état de souffrance, il a besoin de se faire une idée sur disons, l'ampleur de cette douleur. Donc, il a besoin d'évaluer ou de quantifier un petit peu cette sensation douloureuse. Et pour cela, il va la situer sur une échelle d'évaluation, ce qu'on appelle l'échelle visuelle analogique. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que cette échelle? Vous voyez, le clinicien dispose d'une règle graduée de 0 à 10, d'accord? Alors, cette règle, elle possède un curseur qui peut bouger, donc qui se déplace. Alors, voilà donc cette règle graduée. D'un côté, on ne voit pas les graduations, on voit que le curseur. Et de l'autre côté, on voit les graduations. Donc, aux patients, on va la montrer, l'exposer comme ça. Donc, on va demander au patient de positionner le curseur sur cette règle. Donc là, il n'y a pas de douleur. Et là, c'est la douleur maximale imaginable. Et on lui demande, le médecin lui demande de positionner le curseur s'il a peu de douleur, un peu plus de douleur, douleur plus intense, etc. Ou alors douleur intense. Et là, il tend vers la partie de droite. Donc, bien sûr, le clinicien, il a en face de lui les valeurs et il va chiffrer cette douleur. Donc là, par exemple, il est à 6,5. Alors, donc, le patient, comme je viens de le dire, doit positionner le curseur à l'endroit qui situe le mieux sa douleur. Alors, pour l'échelle verbale, donc l'échelle verbale, c'est-à-dire, c'est une échelle qui est simple. Le patient va apprécier la douleur par palier. Chaque palier correspond à un score qu'on demande au patient. Donc là, il y aura 4 scores, 5 scores. Pas de douleur, c'est le 0. Le 1, douleur faible. 2, douleur modérée. Douleur intense. Douleur extrêmement intense. Alors, on demande, le médecin demande au patient de donner le ressenti par rapport à cette échelle, de dire je suis en 1, en 2, en 4, etc. Alors, et comme on peut le voir, pour la relation intensité-perception douloureuse, donc qui est exprimée dans ce graphe, d'accord? Donc, à partir d'une intensité dite seuil, ce qu'on appelle le seuil de détection, eh bien, plus l'intensité du stimulus augmente, plus la perception douloureuse augmente. Donc, en fait, elle répond parfaitement à la loi Fechner qui correspond à une fonction logarithmique. Alors, je prends aussi le cas de la sensation auditive. Alors, pour, pour la sensation douloureuse, la relation, c'est une relation logarithmique. Donc, à partir d'une intensité seuil, plus l'intensité plus l'intensité de l'onde sonore augmente, plus la sensation augmente jusqu'à un maximum. Alors, bien entendu, donc la sensation auditive ou la relation intensité-sensation auditive répond parfaitement à la loi de Fechner, c'est-à-dire que la sensation varie comme le logarithme de l'excitation. Alors, l'excitation, bien sûr, comme vous pouvez ici
la perception, pardon, la sensation, elle est désignée par le bel. Donc, vous avez pas de sensation 0 bel. Ici, vous avez la valeur 1 bel et 2 bel. Alors, à ces sensations correspond à chaque un bel, par exemple, correspond le chiffre 10 et l'excitation sonore, en fait, elle est mesurée par ce qu'on appelle les décibels. Ça, on va revenir lorsqu'on parlera du système auditif. Donc, le 10 décibels sonore va déclencher une sensation d'un bel et 100 décibels va déclencher une sensation de 2 bels. Vous voyez bien qu'on a pu quand même établir une relation mathématique entre l'intensité de l'excitation et l'intensité de la sensation. Alors, pour la relation intensité, pour la relation intensité-sensation gustative, là aussi, on a étudié la relation intensité de la sensation en fonction de l'intensité de la stimulation. Alors, bien sûr, voilà les résultats qu'on a obtenus. Alors, il faut savoir qu'on a obtenu des résultats expérimentaux qui ont été obtenus chez un sujet auquel on demande de goûter des solutions acides, d'acide citrique, ou de sucre de concentration variable, et on demande à ce sujet d'exprimer combien de fois concentrée était cette solution par rapport à une solution de référence. Donc voilà, on lui a donné différents stimuli gustatifs, des goûts de concentration différentes. Plus la concentration du goût augmente, eh bien, plus la sensation gustative va augmenter. Et on voit bien que la relation, il s'agit d'une relation parfaitement linéaire, une relation linéaire entre l'intensité de la sensation et l'intensité de la stimulation. Alors bien sûr, ici, vous voyez des unités arbitraires que se fixe l'expérimentateur. Alors bien sûr, en fait, pour comprendre s'il y a une corrélation entre cette relation intensité-sensation et relation intensité-activité bioélectrique, eh bien, il est parfois possible d'enregistrer directement l'activité des fibres sensorielles chez des patients. Donc, en même temps qu'on mesure la sensation chez le sujet, donc il me décrit ce qu'il ressent, je vais en même temps enregistrer par le biais d'électrodes l'activité de fibres sensorielles qui sont issues des récepteurs sensoriels qui ont été activés par les substances donc douées de goût. Alors, et qu'est-ce qu'on constate? Donc, lorsqu'il est possible d'enregistrer directement l'activité des fibres sensorielles chez des patients, eh bien, l'augmentation de l'activité de ces fibres, c'est-à-dire la fréquence de décharge, elle suit la même évolution que la sensation en fonction d'une augmentation de l'intensité de stimulation. C'est ce que vous voyez ici en courbe verte, donc augmentation de l'activité bioélectrique, c'est-à-dire augmentation de la fréquence des potentiels d'action. Donc plus l'intensité de la stimulation augmente, plus la fréquence des potentiels d'action dans les fibres afférentes sensorielles augmente, et plus la fréquence des potentiels augmente, plus la sensation au niveau de mon cortex cérébral va augmenter. Donc en fait, il y a une parfaite conformité, corrélation entre l'intensité de la sensation et l'activité électrique, bioélectrique qui apparaît au niveau des fibres sensorielles qui vont véhiculer ce message sensoriel. Voilà, donc je m'arrête pour cette partie.